Et donc on peut commencer si tu veux bien de suite avec les infos de la semaine bien sûr et le point blessure pour commencer, évacuons ça maintenant. Fin de saison, on a des fins de saison bien sûr, la Melo Ball, fin de saison. Bon, sachant que fin de saison, aujourd'hui, à compter du 29 mars, vous écoutez ça le 1er avril d'ailleurs, joyeux 1er avril. mais oui, fin de saison ça veut dire 2 semaines, hein, grosso modo. Donc la Melo Ball qui est fin de saison, qui mine de rien, je voulais quand même le noter, ne jouait pas depuis janvier, je sais pas si tu te souviens, hein, depuis janvier, et qui, du coup, sur les 2 dernières saisons, 23 et 24, 2023-2024, c'est 58 matchs, à peine, sur ces 2 dernières saisons. Donc ça commence peut-être à être inquiétant, ou en tout cas, on a des regrets de ne pas le voir plus, hein, mine de rien. Ça, c'est sûr. Ouais. On est d'accord. Disons qu'on ne peut pas encore relancer le débat Edwards contre Lamelo de la draft 2020. On attend, on reste dans l'ombre. Ouais, on est dans la waiting room. Mais oui, j'avais vu passer que Lamelo avait joué, je crois, quasiment autant de matchs que Ben Simmons depuis 3 saisons, au final, ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça commence à être un peu triste, on va dire. Après, on peut mettre ça sur le dos du tanking de Charlotte. Donc, pour l'instant, on va rester de ce point de vue-là, je pense. Enfin, en tout cas, moi. Mais ça me paraît sévère, Ben Simmons, parce que mine de rien, 2022... Donc, il avait quand même fait 75 matchs, et 2021, 51, mais aussi année raccourcie. Mais non, c'est vraiment depuis 2 saisons que, c'est, comme tu dis, ça galère beaucoup. Mais bon, on verra ça à la Melo Ball, donc fin de saison, qui n'a jamais non plus vraiment commencé, malheureusement, pour les Hornets. Et puis, on vient de l'apprendre aussi à peine, Kevin Huerter. Je sais pas si tu as vu ça ou si tu regardais justement une fin de match de Sacramento. La news est tombée, fin de saison pour Kevin Huerter aussi, qui va se faire opérer et qui devrait être opérationnel pour le début de la saison prochaine, mais grosse perte évidemment pour les Kings en vue des playoffs ou alors du play-in. Je crois que pour l'instant ils sont un peu dans cette zone. Et puis des nouvelles un peu plus rassurantes, en tout cas un peu plus positives, côté blessure. Joel Embiid devrait probablement jouer en fin de saison régulière. C'est ce qu'a dit Nick Nurse, probablement. Bon, il faut se dépêcher parce qu'il reste quoi ? Il reste 5-6 matchs à peine, donc c'est pour bientôt. Et puis Gabe Vincent aussi, qui devrait revenir, même si j'ai l'impression que ça fait 1 mois que je la vois cette news, mais apparemment il devrait revenir là dimanche. Donc peut-être qu'il a déjà joué pour vous qui écoutez ça lundi. Mitchell Robinson aussi, apparemment ça devrait être très très prochain. Ça y est, ton pivot est de retour. Il a joué récemment. Ah oui, pardon. Robinson. Oui, j'ai dit n'importe quoi. Oui, il a déjà joué en plus. Oui, c'est ça. Il est de retour. Ça y est, c'est officiel. c'est ça. Donc c'est un peu, j'aime bien l'image du gant d'infinité de Thanos. Je trouve qu'il y a vraiment de ça. Bon, alors avec le niveau, c'est pas forcément ça, mais vraiment on récupère les joueurs un par un comme ça, juste avant les playoffs, et c'est cool. C'est excitant, on va dire. C'est excitant. Je m'excuse, je n'ai absolument pas cette référence. Je n'ai vu aucun Marvel, aucun de ces films-là. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles, mais oui, je me suis planté, effectivement. Il est déjà revenu, et un autre qui est déjà revenu dans cette même colonne que je m'étais noté, c'est Brandon Clark aussi, tu sais, qui s'était blessé très sévèrement aux 2 tiers de la saison passée. Il est revenu, Brandon Clark. Bon, il revient un peu pour se dégourdir les jambes avec Memphis, puisque ça joue pas grand-chose. Et puis Pat Beverley aussi, qui s'est blessé à la main, mais qui finalement ne va pas se faire opérer. Donc, il devrait être là pour la fin de saison. Il ne passe pas sur le billard, il va un peu serrer les dents, et il paraît que André Jackson et Marjon Beauchamp sont pas très contents sur le banc du coup. Mais voilà pour le petit point blessure, notamment aussi en vue des playoffs, et bien sûr. Et donc l'autre news majeure de cette semaine, c'est John T. Porter. Malheureusement, John T. Porter, le petit chouchou du Basket Lab, que d'ailleurs on a cité dans l'épisode des meilleurs passeurs, sans dire que il a été pris dans des paris, puisque c'est la news. Le John T. Porter pris pour des affaires de paris qui sont pas très un peu louches justement. La NBA enquête, il a été écarté de l'équipe pour l'instant. Donc John T. Porter, le petit frère de Michael Porter Jr., pivot des Toronto Raptors, que nous sur le Basket Lab on adore, hein. Un côté pivot passeur très très intéressant, gros talent mais blessé. Mais là le problème c'est que apparemment il y a des histoires de paris où justement en fait, il y aurait des amis à lui, ou son entourage, où lui aurait été impliqué sur des paris, sur des micro-événements, en fait. C'est pas parier sur la défaite des Raptors, c'est parier sur, ce match-là, John T. Porter va mettre 0,3 points. Ou alors, il va faire tel nombre de rebonds, des petits trucs comme ça, qui en général, c'est monnaie courante, hein, on va pas se mentir, hein, dans les paris sportifs, foot, basket, partout. Ça arrive tout le temps, et c'est à peu près
impossible à prouver qu'un joueur fait exprès de mettre le premier ballon en touche ou fait exprès de prendre moins de rebonds ou plus de rebonds. Bon, voilà, ça arrive souvent. Mais là, le problème, c'est qu'ils ils ont pas pu se retenir, en fait. Ils n'ont pas pu se retenir de mettre des très grosses mises sur la table, entre 10 000 et 20 000, ce qui à peu près représente 1000 fois plus que la mise normale pour ce genre de micro-événement a priori anecdotique. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait un peu choper. Donc voilà. Et non, mais je voulais en parler surtout parce que tu sais, les paris sportifs débarquent de plus en plus en NBA. Ouais. Et en fait, moi, le côté moral, encore une fois, où vous avez la morale que vous voulez, je suis pas là pour faire la leçon du tout, hein, un sens ou dans l'autre. Par contre, ce qui me paraît important, c'est quel précédent est-ce que ça va établir, en fait. Parce que là, donc la NBA est en enquête, on ne sait pas ce qui va se passer, mais moi, la question, c'est quelle sanction va être appliquée. Et comme c'est le premier cas, justement, ça pourrait faire jurisprudence pour la suite et ça pourrait dicter quelle va être l'attitude de la NBA pour des prochains cas, en fait. Ouais, bah c'est sûr. Alors, si je dis pas de bêtises, tu peux me dire si je me trompe, mais il me semble que y a eu tout un documentaire. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est sur Netflix, mais donc c'est pas forcément ultra comment dire. C'est pas journalisme d'investigation, quoi. Voilà, exactement. Mais il y avait déjà une affaire sur un arbitre qui truquait des matchs, etc. Et qui, j'ai oublié le nom. Oui, il y a 20 ans, ouais. Oui, voilà, c'est ça, dans les années 2000. Mais un joueur, c'est vrai que c'est en NBA la première fois. Et c'est assez facile, en fait. C'est ça qui est un peu curieux, c'est que c'est assez facile à truquer les over-under de ne pas faire autant de 7 stats, par exemple. Ne pas faire 10 rebonds, c'est facile à truquer, entre guillemets. Donc ouais, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer pour Jontay Porter. Je sais même pas ce à quoi il peut être enfin comment dire, quelle peut être la sanction. Mais alors ça peut aller de l'amende jusqu'à la rupture de contrat en passant par une suspension. Plus ou moins longue, hein, mais voilà, si ça peut aller jusqu'à la rupture de contrat, c'est que c'est quand même assez important. Mais le cas est fascinant. Bon, ça tombe sur un chouchou de nous, tant pis pour nous. Mais non, mais c'est fascinant parce que c'est à la fois le premier, c'est aussi un petit joueur voilà, c'est pas un joueur établi en NBA, hein, il vient de raccrocher les Raptors à peine après X années de blessure. Mais là où je dis ça pour ça parce que en un sens, la NBA va vouloir établir un précédent. Mais est-ce qu'ils vont vouloir taper fort ou pas fort? Et de l'autre côté, c'est quand même un petit joueur, donc tu pourrais te dire, bon, je peux me permettre de le sanctionner très fortement, mais attention, pour l'NBA, je veux dire, mais s'ils font une sanction très forte, genre, Jontay Porter, on s'en fiche, on peut le bannir à vie ou des trucs comme ça, un peu énormes. Qu'est-ce qui se passe quand ensuite, je dis n'importe quoi, hein, mais si un jour c'est Giannis, un jour c'est Devin Booker ou une star, quoi. Et imagine, tu crées un précédent où tu fais une sanction très forte avec le côté Jontay Porter, bon, on s'en fiche. Et qu'est-ce que tu fais? Et si ensuite c'est un joueur majeur, quoi, qui est confronté à ça, c'est pas mal de soucis. Donc le cas est intéressant, surtout, moi je trouve, au niveau de la NBA et de l'actu de la NBA par rapport à quelle sanction va être appliquée. Donc ça, on le suivra évidemment. Et puis d'ailleurs, toujours un peu dans le même thème, directement lié, la NCAA, donc pas la NBA, mais la NCAA veut elle-même aussi limiter les paris sportifs et notamment justement limiter ça aux équipes qui gagnent ou qui perdent et ne pas individualiser les paris sportifs parce que justement, on l'a expliqué, ce côté micro-événements, c'est très facile à truquer. Donc eux, ils veulent absolument ne pas avoir des paris individualisés pour éviter ça et pour essayer de le limiter au maximum, quoi. Et notamment parce que, et on raccroche aussi avec la discussion de Jontay Porter, mais les mecs de NCAA, il y a 3 ans, ils n'étaient pas payés. Là, ils sont payés, mais ils ne sont pas payés beaucoup. Et plus tu as un faible salaire, plus tu auras sans doute envie de faire les paris sportifs et de miser gros pour gagner gros, en fait. Hein. C'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. C'est aussi pour ça que, voilà, je pense que, en vrai, je pense pas que LeBron soit pris dans des affaires de paris sportifs, parce que voilà, il y a une certaine corrélation entre. Il n'en a pas besoin, normalement. C'est un peu ça. Alors, c'est pas toujours, hein, c'est pas une règle absolue, mais en tout cas, il y a un peu ce truc de plus ton salaire est petit, plus tu vas être attiré par du gain un peu facile aussi, malheureusement. Et donc, c'est un peu, je pense, le problème de la NCAA, c'est comme ça qu'il essaie un peu de cadrer. Donc voilà, on suivra ça. La NCAA qui est en pleine mutation, hein, entre les transferts qui sont autorisés, les salaires, c'est quoi? C'est les syndicats aussi dont on a parlé il y a 2-3 semaines. Il y a eu un syndicat qui s'est formé, ouais, ça commence à devenir compliqué pour cette institution. C'est clair que le phénomène que tu as décrit, il est encore pire en NCAA parce que tu as même en fait des joueurs qui auront jamais de carrière professionnelle une fois qu'ils sortiront de NCAA, qui iront jamais en NBA, qui se feront pas drafter ou des choses comme ça. Donc je veux dire, remis à l'échelle de Jontay Porter, par exemple, Jontay Porter, le contrat minimum, c'est quand même, si je dis pas de bêtises, c'est aux alentours des 2 millions
la saison. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Donc voilà, c'est encore autre chose, la NCAA. C'est encore un autre monde. Oui, puis c'est encore plus jeune, donc là aussi, côté decision making. Bref, donc ça c'était un peu l'actu majeure de la semaine. Et il y en a une deuxième. Minnesota, la vente, épisode 3846. Malheureusement, bon, on la documente un peu dans l'hebdo parce que c'est marrant. Enfin marrant. Donc Glenn Taylor, le propriétaire actuel, qui a fait une déclaration cette semaine, qui a dit non, je veux plus vendre. Voilà, je ne veux plus vendre. Donc après, quid de la validité de ceci, qui pour l'instant n'est qu'une déclaration, hein, qui lui-même qui dit la franchise n'est plus à vendre. Donc c'est peut-être juste une décla. Qu'est-ce qu'il en est officiellement? je ne sais pas. Sachant qu'on en avait parlé la semaine dernière, hein, Alex Rodriguez et Mark Lore, qui veulent acheter la franchise. En fait, ils avaient une deadline au 27 mars pour trouver de l'argent, sachant que le premier fonds avec qui ils étaient, c'était désisté au dernier moment, et donc ils en avaient trouvé un au buzzer. Mais est-ce que c'est une histoire de date au buzzer sur lequel Glenn Taylor va essayer d'embrouiller ou est-ce que c'est juste, en fait, tu vois, on a eu aussi une déclaration de Rodriguez, Alex Rodriguez, qui dit, c'est peut-être juste le fameux buying remorse, quoi. Le regret du vendeur qui finalement a vendu son truc et n'a plus envie de vendre aujourd'hui, quoi. Ouais. Et là où c'est potentiellement un peu de ça, je pense, c'est qu'il l'a vendu 1,5 milliard à l'époque, en 2021, et aujourd'hui, la franchise serait évaluée autour des 3,5 ou 4 milliards. Donc, ça paraît pas impossible non plus que, voilà, vous savez, une vente d'une telle entité, ça met du temps, et c'est pas impossible qu'en 3 ans, il ait vu la valeur monter, il se dise, finalement non, quoi, je vais essayer d'avoir plus d'argent, quoi, en fait, très simplement. C'est clair. Moi, j'avoue que c'est pas des histoires que je suis de façon assidue parce que ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas trop. J'avoue, je me confesse. Sauf pour le maillot de Garnett, c'est ça que t'allais dire. C'est ça. J'allais dire, le seul truc que j'ai vu de cette histoire qui me semble un peu intéressant, c'est quid du maillot de Garnett. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Du coup, Garnett et Glenn Taylor s'entendent pas bien. Bon, et voilà, je voulais quand même le noter dans les news. On verra ça. Draymond Green expulsé encore une fois. Ça, tu l'as vu ou pas? Pour revenir un peu sur l'actu de cette semaine de terrain, je veux dire, contre Orlando au bout de à peine. Tiens, j'aurais pu te le faire en quiz, ça. Est-ce que tu connais le nombre de minutes passées sur le terrain avant l'expulsion? 5 minutes, c'est un truc comme ça? Non, c'est 3 minutes et 36 secondes, à peine. Ouais. Donc voilà, et sachant que la veille, il avait aussi fait une clé de bras ou à la tête de Patty Mills, qui était pas non plus génial. On a vu même Stephen Curry en pleurs, qui a un peu craqué, mais qu'est-ce que mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Au bout d'un moment, c'est un peu compliqué. Bon, voilà, Draymond Green encore expulsé. Je rappelle, au passage, Rudy Gobert, c'était 100 000 dollars d'amende. 100 millions, c'est beaucoup. Non, pas 100 millions, 100 000 d'amende, Rudy Gobert, pour son geste, soi-disant, les matchs sont truqués. Bon, voilà. Le double aussi de Kelly Oubre, qui a pris 50 000, du coup, si je dis pas de bêtises. Exactement. Donc, pour tout son lot d'insultes. Tout à fait. C'est ça, Draymond Green donc n'a pas eu une amende aussi grosse quand il a fait un truc sur Rudy Gobert. Il n'a pas eu une amende aussi grosse pour l'instant sur son énième expulsion. Kelly Oubre, par contre, et Nick Nurse, effectivement 50 000. Mais, rappel, Gobert pour les paris sportifs, c'était 100 000. Hein. Voilà. Et puis Chris Dunn aussi. Chris Dunn et Jabari Smith suspendus 2 matchs après un début de bagarre. Mais c'est quand même moins d'argent d'amende que Rudy Gobert, qui a juste fait un signe de la main, comme quoi les matchs étaient truqués. Bon, je dis ça, je dis rien, mais voilà, 2 poids, 2 mesures. Mais au reste de l'actu, un peu marrant aussi, Matas Buzelis, c'est ça, comme ça qu'on dit le prospect, qui est-ce que tu as vu? Il réclame un 1 contre 1 contre Zachary Rizaché pour la ceinture du premier pick de la draft. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu aussi ton excellent tweet avec des idées, quitte à faire du buzz, allons-y vraiment, mais ouais. Bah écoutez, je sais même pas quoi en penser de ça. C'est rigolo. C'est rigolo, et à quel point est-ce qu'il faut creuser ou pas, mais à quel point est-ce qu'on s'inquiète ou pas du côté un peu QI basket ou compréhension du jeu, c'est ça. Dans le sens où le mec veut juste dire du coup on s'affronte à 1 contre 1, alors que le basket c'est pas ça, quoi. C'est un jeu d'interaction, etc. Et à quel point tu te dis ah ouais, finalement il y a peut-être je sais pas, c'est bizarre, quoi, qui réduit ça à du 1 contre 1 un peu en model school, quoi. Ouais, et puis surtout pas pour rentrer dans les détails, mais Matas Buzelis, c'est quand même pas un profil de scoreur implacable, tu vois. Si c'était un peu la réincarnation de KD, je me dis ah bah oui, pourquoi pas. Mais bon, c'est
en plus un prospect qui a, je trouve, énormément de valeur ajoutée en dehors du scoring. Donc un V1 ne serait même pas... Enfin, je trouve que ça le mettrait pas en valeur, quoi. Mais comme Zachary Rizaché, non Oui, alors pour le coup, moi j'ai pas trop scouté Rizaché. J'ai pas trop regardé, mais dans le profil de ce que j'ai lu, oui. C'est un peu ce qu'on dit, quoi. C'est pas non plus un profil go-to-guy scoring, quoi. C'est ça. Ouais. Donc en plus, du coup, tu nous dis que Bouzeli, s'il veut faire un contre 1 comme si c'était Draymond Green contre contre Joakim Noah de l'époque, quoi. C'est même pas de vrai score de 1 contre 1, quoi. Voilà, pour vendre du rêve en plus. Après, ça peut être marrant, hein. Draymond Green, Joakim Noah sur du 1 contre 1, si on reste que dans l'entertainment, c'est rigolo. Tu le fais en 11 points gagnants. Le match dure 8 heures, effectivement, peut-être. C'est un peu l'idée. Et puis, autre news de cette semaine, Adam Silver a dit pas mal de choses cette semaine. Notamment, il a insisté sur le fait que les retransmissions des matchs doivent rester la priorité de la NBA, malgré le succès des réseaux sociaux et tout l'engagement qui peut être là-dessus. Bon, d'un côté, c'est rassurant si on le prend un peu au pied de la lettre, parce que bah oui, le contenu de base, le match doit rester au centre du projet, entre guillemets, et il faut pas que ça soit que des réseaux sociaux et on consomme un peu le à côté. Après, bon, il dit ça aussi, une année de contrat TV, donc peut-être que c'est pas totalement premier degré. En tout cas, peut-être que c'est bien de le dire aussi quand tu négocies un contrat TV, de dire que la TV c'est le plus important. Mais en tout cas, je suis un peu d'accord avec lui évidemment sur ce point. Il a aussi parlé de pourquoi pas un All-Star Game entre USA et le reste du monde aussi, éventuellement. Ça pourrait être intéressant vu le vivier qu'on a actuellement. Et puis même, il a évoqué du fait que le All-Star Weekend c'était bien, mais le match pas top. Et pourquoi est-ce que, c'est pas exclu apparemment qu'en fait on n'est plus de All-Star Game, qu'on est juste un événement, un week-end du All-Star Weekend, sans forcément le match à la fin qui, de toute évidence, on n'arrive pas trop à faire revivre en fait. Ouais, on n'arrive plus à en faire grand-chose. Bah écoute, moi je regardais pas avant. Ouais. je regarderai toujours pas. Mais écoute, pourquoi pas. Je sais pas ce qu'il entend dans plus de matchs, s'il y a des événements qui sont censés le remplacer ou pas. Le truc, c'est que si tu dis on fait pas de match, t'as des joueurs qui vont dire s'il y a pas de match, non, je prends une semaine de vacances en fait, tu vois. Moi je pense à des Jimmy Butler ou des mecs comme ça qui déjà le font alors qu'il y a un match. Mais comment tu fais pour faire venir des stars? Mais on verra bien le Star Game. Effectivement, on n'est pas la cible, peut-être nous, en tout cas nous personnellement. Et puis Wembanyama qui nous dit que l'or est atteignable au JO de Paris. J'avoue qu'il y a un an, j'y croyais pas. Quand on voit la dynamique de progression de Wembanyama semaine après semaine et mois après mois, est-ce qu'en août, il sera pas au niveau MVP Wembanyama? Finalement, oui, peut-être que l'or est atteignable au final. Et puis avec les règles FIBA qui fait qu'il n'y a pas les secondes dans la raquette. Donc, oui, tu mets Gobert et Wemby et en fait c'est fini, quoi. Et voilà. Faut juste prier pour qu'il n'y ait pas trop de shot making en face, et sinon ça passe. Oh, t'imagines les Boston Celtics qui doivent jouer au JO contre la France de Wembanyama et Gobert qui sont parqués sous le cercle. C'est le festival de la variance à 3 points là. Ah là, ouais. Mais bref. Et puis oui, en parlant de JO aussi, Jimmer Fredette va être au JO. J'ai pensé à toi et c'est ta semaine dans les news. Jimmer Fredette, t'as peut-être pas de souvenir toi, mais tu sais qu'on a beaucoup parlé avec toi de comment il s'appelle, Reed Sheppard. Reed Sheppard, ouais. Sheppard, pardon, excuse-moi, le prospect de Kentucky. On l'a comparé aussi notamment à certains profils et Austin Reeves. La différence, c'est la taille. Austin Reeves est vraiment grand. Là où Reed Sheppard est un peu plus petit, le profil qui ressemble le plus, mine de rien, sur ce côté un peu création balle en main, shoot de très haut niveau, pull-up et taille assez petite, c'était Jimmer Fredette, quoi. On lui souhaite quand même une meilleure carrière parce que, après, je crois que c'est devenu une légende en Chine, si je dis pas de bêtises, Jimmer Fredette. Oui, mais il me semble aussi, ouais. Bon. Voilà. Bon voilà, Jimmer Fredette sera à Paris pour les JO 3x3, pas dans l'équipe de Team USA évidemment. Et puis la dernière info dont on se fout, Chris Paul a traité un arbitre de TikToker, et en plus c'était pas Scott Foster, donc c'est d'autant plus notable. Mais on n'a pas compris l'insulte de TikToker, il a pas voulu expliquer. Mais voilà, tout va bien entre Chris Paul et les arbitres. On est sur une fin de carrière où tout va bien, donc tant mieux. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.